jour, j'ai pris un autostoppeur pendant mes années à l'université, et ce fut l'une des journées les plus étranges de ma vie. Je suis né et j'ai grandi dans la même ville pendant 19 ans, et je n'ai déménagé dans la grande ville que pour aller à l'université, à environ 1h20 de là. Après avoir terminé ma première année, j'ai emballé mes affaires de dortoir et pris la route pour rentrer chez moi, où je passerai les mois suivants à me détendre, peut-être à travailler, avant que le semestre suivant ne commence à l'automne. L'autoroute s'étendait devant moi comme un vieil ami. Ses virages et ses détours étaient gravés dans ma mémoire comme une carte bien connue. J'avais fait cette route d'innombrables fois, de ma ville natale à la grande ville et retour, avec les kilomètres se fondant en une routine bien rodée. Mais lors de ce voyage en particulier, quelque chose d'inhabituel attira mon attention. Une silhouette solitaire sur le bord de la route, le pouce levé dans une tentative désespérée d'attirer l'attention. Il semblait presque sur la pointe des pieds, agitant vraiment le bras vers la route. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant, alors j'ai pensé que c'était sa manière d'essayer d'arrêter une voiture. Au début, je n'y ai pas prêté plus d'attention, supposant que c'était juste une autre âme en détresse essayant sa chance sur cette autoroute fréquentée. Mais à mesure que je m'approchais, quelque chose dans son attitude me mit mal à l'aise. Il avait l'air perdu, pas seulement en panne, mais réellement à la dérive, comme un bateau sans ancre ni gouvernail. Ses vêtements étaient propres, bien que légèrement froissés, et ses yeux reflétaient un éclat de désespoir qui me toucha au cœur. Il ne devait pas être beaucoup plus âgé que moi, et pendant un instant, je m'imaginais à sa place, désespéré sous le soleil, espérant qu'une âme charitable s'arrête ne serait-ce qu'un instant. Avant même de m'en rendre compte, j'avais déjà arrêté la voiture, les pneus crissant sur le bas-côté de gravier. Les yeux de l'autostoppeur brillèrent de gratitude lorsqu'il s'approcha de ma fenêtre. En s'approchant, je pus distinguer quelques détails supplémentaires. Effectivement jeune, à peu près mon âge, très propre, comme s'il s'était douché ce matin-là, mais avec une attitude très inquiète. Quelque chose n'allait pas dans son comportement. « Hé, merci de t'être arrêté, mec », dit-il, avec du soulagement dans la voix. « J'essaye juste d'arriver au prochain village. J'ai eu une stupide dispute avec ma copine, j'ai besoin de rentrer chez moi avant qu'elle fasse une connerie. » J'ai haussé un sourcil, intrigué malgré moi. « Désolé d'entendre ça, » dis-je, essayant de paraître neutre, « mais je suppose que je vais dans cette direction, alors je peux te déposer. » Son visage se détendit dans un sourire reconnaissant. « Merci mec, je te dois une fière chandelle. » Alors qu'il montait sur le siège passager, je ne pouvais m'empêcher de remarquer une légère odeur de sueur et d'anxiété qui l'enveloppait comme une aura. Ses yeux balayaient l'intérieur de ma voiture, observant les alentours avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Il ressemblait à un animal piégé dans un coin ou quelque chose du genre. Je ne savais pas vraiment quoi en penser. « Alors, comment tu t'appelles » lui demandai-je, tentant de briser la tension. « John » répondit-il, avec une voix un peu hésitante. « Et toi » Je lui donnai mon nom, et cela sembla le calmer, du moins un peu. Alors que nous reprenions la route, le silence entre nous devint dense et lourd, comme un brouillard qui refusait de se lever. Je regardais John du coin de l'œil, ses yeux fixés sur la route devant nous, sa mâchoire serrée en une ligne tendue. Quelque chose chez ce gars ne collait tout simplement pas, mais je repoussai rapidement cette pensée. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner, après tout ? Ce n'était qu'1 heure de route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta copine ? Lui demandai-je. John me regarda avec un pur mépris. « Ce ne sont pas tes affaires, » répondit-il. J'acquiesçai et me mordis la lèvre, sentant déjà que c'était une énorme erreur. Pourquoi diable m'étais-je donné la peine de le prendre en stop après tout ? J'étais un jeune idéaliste, pensant que je rendais service à l'humanité en lui offrant un lift. Avec le recul, c'était stupide, parce que je sais que je l'avais pris uniquement parce qu'il était jeune. Je pensais que les jeunes étaient plus sûrs. La réalité est qu'il n'y a rien de plus dangereux ou imprévisible qu'un type de 19 ou 20 ans. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Je me sentais mal à l'aise, comme si j'avais perdu le contrôle de l'intérieur de ma propre voiture. Je me sentais comme un otage de la présence étrange et maussade de ce type. Alors j'ai fait la seule chose que je savais bien faire. J'ai continué à parler. « Alors, ta copine, qu'est-ce qu'elle va faire si elle arrive à la maison avant toi ?» lui demandai-je. John grogna et secoua la tête. « Qu'est-ce qu'elle ne fera pas ? Elle est folle !» dit-il en regardant par la fenêtre. « Elle va démolir tout l'appartement, voler toutes mes affaires, même le chien, puis briser tout ce qu'elle ne juge pas de valeur. » « Waouh !»
fut tout ce que je réussis à dire. Ouais, alors si tu pouvais accélérer, ce serait sympa, dit John, un peu plus fort que nécessaire. Je me réajustais dans mon siège, réfléchissant à la manière dont j'allais gérer cette situation. Il n'y avait aucun moyen de le faire sortir de la voiture maintenant qu'il était à l'intérieur, et ce n'est pas comme si je pouvais appeler la police au milieu de nulle part pour une personne que j'avais volontairement laissée entrer dans mon véhicule. Mes options étaient limitées pour gérer cette merde, mais je me considérais comme un étudiant universitaire, un type plutôt intelligent, alors j'ai décidé de simplement m'en sortir. J'ai appuyé sur l'accélérateur en sortant d'un virage et en passant de 105 à 120 km à l'heure, la réponse m'est venue. Faire exactement ce qu'il avait demandé, simplement me dépêcher. Nous étions déjà en route depuis 15 minutes, bien en dehors des limites de la ville. Il restait moins de 30 minutes de trajet. Je le déposerais dès notre arrivée au village et ce serait terminé. Aucun problème. Alors que j'accélérais, John sembla se calmer un peu. C'était presque comme s'il était maintenant à l'aise. Nous avons commencé à discuter un peu plus. Il me raconta que lui et sa copine venaient de l'État de Washington ou d'un endroit éloigné, et qu'ils visitaient mon État pour décider s'ils aimeraient y vivre. Ils séjournaient chez le cousin de John dans un petit village près de ma ville natale, tout en explorant les quartiers de la grande ville. Pendant ce temps, ils avaient eu une dispute, et la copine de John l'avait laissé sur le bord de la route. Il avait marché jusqu'aux abords de la ville, où la chaleur et le néant commençaient à prendre le dessus. Il avait levé le pouce, et c'est là que je l'avais trouvé. Je l'ai un peu poussé pour obtenir plus de détails croustillants, parce que je pouvais voir que ce type était un menteur pathologique. Je me demandais s'il avait fait quelque chose pour mériter d'être laissé derrière. Et bien sûr, il l'a admis. Il a dit que pendant qu'ils cherchèrent des maisons, ils étaient à court de drogue, j'ai supposé de la méthamphétamine, et qu'elle voulait refaire le plein. John voulait continuer à visiter des maisons, encore sous l'emprise de la drogue, et c'est là que tout a commencé. En 1 heure, il s'était retrouvé dans une dispute enflammée, et apparemment, John avait giflé sa copine parce qu'elle, selon lui, savait ce qu'elle disait. C'était très confus, un peu flou, mais le point principal était que John prétendait que sa copine avait une manière secrète de lui parler mal, si blessante qu'il avait de bonnes raisons de la frapper. C'était l'une des choses les plus folles que j'avais jamais entendues. Le type assis à côté de moi était comme un Joe cool, se vantant littéralement d'avoir frappé une fille. Soudainement, je me suis senti très coupable de l'avoir rapproché d'elle. Pourtant, j'ai continué à rouler à 129 km à l'heure, essayant d'échapper à cette situation de folie. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant les 20 derniers kilomètres, je me suis contenté de m'accrocher au volant et de conduire aussi vite que ma voiture me le permettait. J'allais si vite que John se glissait littéralement sur le siège, s'accrochant à la poignée au-dessus de sa tête. Nous sommes entrés dans le village et la première chose qui m'est venue à l'esprit fut de l'emmener au poste de police local. C'était un vieux bâtiment en briques à l'angle de la rue principale, très discret. J'ai parlé un peu plus pour distraire John pendant que je me garais. J'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai rapidement indiqué le bâtiment. « C'est ici, dis-je. »« C'est quoi ce bordel ?» demanda-t-il. « Je pensais que tu me ramenais chez moi. Ce n'est même pas le bon village. »« Désolé mec. C'est mon village, donc c'est là que je te laisse. Je suppose que tu peux trouver un autre lift ou utiliser un téléphone. C'est un poste de police ? Demanda-t-il avec un sourire. J'acquiesçai. Je ne vais pas sortir de la voiture, dit-il, toujours souriant. Pas question. D'accord, parfait. Moi non plus, si j'étais une ordure qui frappe les femmes, dis-je, avec de l'adrénaline dans la voix, mon cœur battant à tout rompre. Je n'avais jamais parlé ainsi à un inconnu, et honnêtement, je pensais que cela allait finir en bagarre. Quoi ? C'est de ça que tu parlais tout ce temps ? Je t'avais dit de ne pas te mêler de mes affaires. Eh bien, maintenant je m'en mêle. Sors de ma putain de voiture. John hocha la tête et regarda autour de lui, cherchant une option. Tout ce qu'il trouva fut la poignée de la porte. T'as de la chance d'être intelligent. Si tu avais fait ça ailleurs qu'ici, je t'aurais coupé la tête et volé ta voiture, dit-il, souriant. C'est ce que j'ai fait avec le dernier gars. À ce moment-là, mes jambes tremblaient. Il était hors de la voiture, alors je voulais rapidement mettre de la distance entre nous. J'ai jeté un coup d'œil derrière lui en direction du poste de police, comme si quelqu'un s'approchait, juste pour l'effrayer. Ça a totalement marché. Il s'est retourné rapidement et j'ai appuyé sur l'accélérateur, reculé et quitté la rue sans même vérifier si d'autres voitures arrivaient. J'ai roulé loin de là, faisant des cercles dans le village, juste pour m'assurer qu'il ne pourrait pas voir où je me dirigeais. Après ça, il n'a plus rien fait de fou. Il était, après tout,
garé sur le parking d'un poste de police. Il s'est simplement retourné vers moi, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Le plus étrange dans tout cela, pour moi, c'est qu'il ne ressemblait ni n'agissait comme un drogué. Il aurait pu passer pour un type totalement normal, totalement sobre. Cela devait probablement lui servir lorsqu'il avait besoin de mentir sur le fait de frapper sa copine. Honnêtement, j'espère que ce fils de pute n'est jamais rentré chez lui. Quand je repense à l'une de mes aventures en autostop, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance de ne pas avoir été violé ou assassiné. À ce moment-là, je m'amusais dans les années 60 et je n'ai jamais envisagé que quelque chose de vraiment mauvais puisse m'arriver. Je veux dire, voyons, c'était la décennie de l'amour libre et de l'acceptation. Les New Age et les hippies cherchaient à voir la beauté dans la vie, pas l'atrocité. Parfois, être naïf peut aveugler quelqu'un sur les réalités de la vie ou même sur certaines situations, comme faire de l'autostop. Je dois te donner un peu de contexte avant que tu ne lises la partie vraiment effrayante de mon histoire. L'été après le lycée, j'ai travaillé à la station-service de mes parents en échange des frais de scolarité dans une école de commerce pour l'automne. J'ai essayé d'être sage, mais j'ai été renvoyé peu de temps après avoir maîtrisé la dactylographie et perdu l'art de la sténographie. Bien que cela ait toujours été une compétence précieuse, c'était pratiquement tout ce que j'avais appris, donc je n'ai pas cherché un autre emploi. En 1969, l'attrait du sexe, des drogues et du rock'n'roll, combiné à l'angoisse adolescente et aux hormones, m'a laissé une seule option: prendre la vie à bras-le-corps et courir aussi vite que possible. Je me suis plongé dans le style de vie hippie, avec des bandeaux, fumant de la marijuana et écoutant de la musique que la société considérait comme inacceptable, tout en me divertissant avec des idées d'une époque différente. Je me suis installé un peu plus loin, à Eugene, dans l'Oregon, une ville universitaire avec une équipe de football et tout le reste. Ce fut un choc culturel, mais avec ma nouvelle perspective sur la vie, un choc culturel était exactement ce que je recherchais. Je voulais que les choses soient nouvelles, différentes et surtout excitantes. Ma première maison communautaire était sur Gate Street, à seulement quelques pâtés de maisons du Student Union, également connu sous le nom de Cannabis Campus. Je ne faisais pas souvent de l'autostop en ville car j'étais jeune et je marchais ou trouvais des amis riches qui avaient une voiture pour me conduire. Je me réservais pour les moments glorieux sur la côte qui était à seulement 1 heure de route. Je tendais le pouce et j'attrapais un tour dans une Volkswagen coccinelle avec des hippies qui partagèrent leur bière et leur marijuana. Parfois, on m'invitait même à des fêtes incroyables avec des gars mignons et de la bonne musique. Quel pied! C'est une histoire vraie. Ma meilleure amie et moi avons décidé que nous étions excités à l'idée d'aller sur la côte pour voir le coucher du soleil. Un grand gars musclé, du genre Greaser, nous a ramassés dans sa Dodge Charger et nous a emmenés les 20 derniers kilomètres. Il était récemment revenu du Vietnam et bien que nous ne soyons pas des va-t-en-guerre, il pensait que nous serions ravis de lui montrer un bon moment. Nous avons fait la fête longtemps autour d'un feu de camp sur la plage, avec des saucisses sur des bâtons et de la bonne marijuana. Elle s'est mariée avec cet homme, et tu sais quoi? Après que son frère soit rentré du Vietnam, je me suis marié avec lui. Nous avons tous deux divorcé, mais elle est toujours ma meilleure amie après 50 ans à avoir grandi, et maintenant vieilli. Je faisais principalement de l'autostop seul, et je suis allé dans des endroits comme San Francisco, juste pour dire que je l'avais fait. D'autres fois, quand quelqu'un voulait aller quelque part, je me proposais pour être la hippie responsable, nous guidant le long d'une route principale avec notre pouce levé. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, dans mes yeux dilatés par les drogues, que quelque chose de mauvais pourrait nous arriver lors de ces voyages. J'étais, et je suis toujours, naïvement confiante dans ma capacité à me débrouiller seule. Néanmoins, parfois, des choses se produisent qui me font beaucoup plus peur maintenant qu'à l'époque. C'était une autre fois, avec une amie différente, qui voulait aller à Cucamonga, en Californie. Quand elle a dit le nom, j'ai pensé qu'elle me faisait marcher et je lui ai dit que j'avais besoin de voir le panneau avant de la croire. C'était un nom tellement idiot. C'était aussi simple que ça de trouver un endroit éloigné pour perdre du temps. S'il avait un nom suffisamment bizarre, c'était une raison pour y passer un week-end en autostop. Nous sommes partis par une chaude journée d'été. Les trajets étaient courts, mais les temps d'attente l'étaient aussi. Je suppose que notre attitude juvénile et joyeuse était évidente, avec ses gros seins et mes jolies fesses. Je sais ce que tu penses, que j'exagère, mais c'était vraiment les outils de négociation sur la route quand nous faisions de l'autostop.
Quand un homme nous accompagnait, nous faisions tout notre possible pour le cacher, car nous savions que les filles avaient plus de chances d'être prises en stop. Dès qu'une voiture s'arrêtait, nous mettions nos visages souriants à la fenêtre. Le conducteur se moquait bien qu'il y ait un gaz ou deux, tant qu'une fille s'asseyait devant pour l'amuser. Mais si c'était juste moi, ou une ou deux de mes jolis amis avec de beaux corps, nous filions sur la route, les gens se battant pour nous emmener. Maintenant, cela me fait peur. Qu'est-ce qu'on faisait à exposer nos corps sur la route pour que des inconnus s'arrêtent? Comme je l'ai dit au début, je suis vraiment étonné de ne pas avoir été tué. Aux alentours de Medford, nous pouvions voir la chaîne des cascades et étions prêtes pour des températures plus fraîches et un changement de décor. Notre dernier trajet fut dans une coccinelle avec des vitres fonctionnelles et de l'herbe de première qualité. Nous nous amusions beaucoup, excités à l'idée de profiter du soleil californien. Une rutilante F-Cent s'approcha et nous nous regardâmes avec un signe de chance. Cette camionnette aurait sûrement la climatisation et le conducteur, avec sa tête chauve, semblait sûr. Je me glissai au milieu et mon ami, avec sa grande taille, se serra contre la porte. Moins de 16 km sur la route, ce type commence à parler en énigme. J'adore la façon dont cette génération accepte tout le monde et est si ouverte aux nouvelles choses, dit-il. Il ajouta quelques commentaires sur le fait qu'il était acceptable de fumer cette herbe folle, bien qu'il préférait se saouler à la bière. Il continua de parler et expliqua ensuite qu'il était pour la flower power et l'amour libre. Puis, d'un coup, sans prévenir, il sortit son pénis et nous demanda « Ça ne vous dérange pas si je me masturbe, n'est-ce pas ?» Mon visage se tourna vers mon ami, mes yeux s'agrandirent tellement qu'ils semblaient prêts à sortir de leurs orbites. « Quoi, gros mot ?» dis-je. Puis, je me tournai pour regarder par la fenêtre. Cela devenait lentement un cauchemar. C'était un vrai danger, et je n'avais aucun moyen de m'en sortir. J'étais littéralement assise juste à côté du psychopathe. Nous roulions à 120 km/h. Même si nous avions dû sauter, nous ne serions plus que des taches de sang sur l'asphalte quand tout serait fini. Il roulait à vitesse d'autoroute, tandis que sa main droite s'affairait à secouer Johnson à la vitesse de la lumière. Heureusement, cela se termina assez vite, et il reprit sa conversation sur la politique, la musique ou quelque chose d'autre. Il était tout sourire, parfaitement poli, lorsqu'il nous déposa quelques kilomètres plus loin. Quand sa camionnette blanche disparut derrière la colline, nous nous effondrâmes, mêlant hystérie et paranoïa à un fou rire nerveux. Il nous restait encore beaucoup de chemin à parcourir, et nous devions changer d'état d'esprit, en nous éloignant de ce type à la verge, et en nous concentrant sur les bons moments qui nous attendaient. Chaque fois que je partage des histoires avec d'autres autostoppeurs, celle-ci est de loin la plus commune que j'entends. C'est comme si tout le monde, homme ou femme, qui avait déjà levé le pouce, s'était retrouvé face à un conducteur se masturbant. C'est vraiment bizarre. Je pense que cela a à voir avec le pouvoir de conduire la voiture, mais qui sait. J'ai eu la chance que la plupart de mes voyages soient joyeux et m'aient permis de rencontrer des gens intéressants. J'étais assez isolé dans ma communauté rurale. Même la ville universitaire elle-même n'avait que peu de différence avec ce que je connaissais déjà. Je sais que ça semble naïf, mais j'ai rencontré mon premier homosexuel, ouvertement déclaré, quand j'avais 19 ans. C'était aux petites heures du matin, dans la périphérie de Chicago. Je m'attendais à rester planté là, près de la barrière de sortie, jusqu'à l'aube. Il faisait un froid glacial, j'étais épuisé, et le niveau de misère atteignait un bon 4. Et puis, je vois une voiture sortir de la brume. Elle ralentit et s'arrête juste devant moi. Je n'ai même pas eu à courir le long de la route, à me demander s'ils allaient repartir quand je m'approcherais. Parfois, des idiots s'amusaient à faire courir la hippie stupide, parce que, eh bien, c'est ce qu'ils faisaient toujours. Mais là, c'étaient des mecs cool, juste quelques années de plus que moi. Au début, ils ont commencé à plaisanter comme s'ils étaient des gangsters de film. Je n'avais pas peur. Je portais mon bracelet en paracorde. J'étais juste une fille de l'Oregon, et ces gars-là avaient décidé de m'éduquer sur le champ. L'un des types était acteur, et il revenait d'une représentation théâtrale. Ils allaient à une fête chez eux avec du vin et du hashish, et m'ont proposé un canapé si je voulais me reposer. À cette heure tardive, ça semblait être un rêve utopique, et bien sûr, j'espérais qu'ils partageraient ce fameux hashish. Nous avons continué à rouler dans des rues bien éclairées, jusqu'à arriver à une partie de la ville où les bâtiments semblaient usés par le temps. Je me souviens que l'escalier de leur immeuble était si étroit que mon sac à dos heurtait les murs à chaque pas. Mon rire étouffé résonnait, témoin de ma maladresse.
Je ne me souviens plus exactement combien de marches nous avons montées, mais je me souviens clairement de cette petite fenêtre qui donnait sur un quartier dont j'ignorais l'existence avant cette nuit. Dieu, j'étais si jeune, si inexpérimenté dans les grandes villes. La soirée a continué avec du vin, et ils n'ont pas gardé le hashish pour eux. C'était bizarre de voir ces mecs ne jamais se détendre. Au lieu de se calmer, ils se sont de plus en plus animés et sont devenus les gays les plus extravagants et efféminés que j'avais jamais rencontrés, comme s'ils sortaient tout droit d'un film. Plus la nuit avançait, plus ils devenaient sauvages, et à un moment donné, les vêtements ont commencé à voler. J'ai fait la fête autant que mon cerveau embrumé pouvait le supporter, mais tout allait trop vite, et j'ai dû m'écraser sur le canapé. Je me suis allongé, complètement chargé, essayant d'absorber toutes les expressions et les histoires qu'ils échangeaient. Je me sentais adulte, entouré de ces citadins, et je voulais m'imprégner de leur expérience du monde. J'ai gravé ce souvenir en moi, sentant que la saveur de ma vie devenait un peu plus épicée. Cette expérience n'a été effrayante qu'à cause de ce qui s'est passé ensuite. À un moment donné, je me suis réveillé, et 2 d'entre eux essayaient de m'attacher les mains dans le dos. J'ai tiré mes bras d'un coup sec, et leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils ont immédiatement semblé embarrassés, et ont commencé à agir de manière étrange. Ils ont donné une excuse maladroite, disant qu'ils s'entraînaient pour une scène d'une autre pièce de théâtre qui impliquait d'attacher quelqu'un au sol. J'ai simplement dit « D'accord, peu importe », et me suis rendormi. Mais une partie de moi pense que j'ai peut-être interrompu quelque chose de plus sombre. Quelques mois plus tard, j'ai eu une autre expérience qui a mal tourné, et cette fois-ci, c'était bien plus que juste une histoire bizarre. Cette expérience s'est transformée en véritable cauchemar, aggravé par les flics de Buffalo qui ont fini par appeler mes parents en Oregon en plein milieu de la nuit. Que diable leur fille aînée avait-elle encore fait? Il faisait à peine nuit lorsque j'ai été prise en stop juste à la sortie de Buffalo. Un type dans une voiture de tourisme m'a proposé de me conduire jusqu'à Albany, un long trajet qui semblait parfait. Habituellement, seuls les routiers faisaient de longs trajets sur l'autoroute et les locaux faisaient des sauts courts ou traversaient simplement les grandes villes. Se retrouver dans une voiture confortable et entendre qu'on sera là pour quelques heures, c'était une vraie chance, mec. Le type avait l'air tout à fait normal, alors je n'ai pas été dérangé quand il a dit qu'il devait sortir de l'autoroute un instant pour vérifier un chantier qu'il dirigeait. Nous avons quitté la route principale, parcouru environ 2,5 km avant de nous arrêter dans le parking désert d'une petite entreprise fermée. Il a coupé le moteur, et aussi vite qu'un serpent à sonnette, il m'a attrapé le poignet. Qu'est-ce que ce mec avait? Ce qui est arrivé ensuite fait partie de ces événements improbables qui ont marqué ma vie. Ma main droite a instinctivement attrapé la poignée de la portière, et l'une de mes jambes touchait déjà le sol lorsque, comme par magie, une voiture de police s'est arrêtée à mon côté. L'homme m'a immédiatement lâché. J'ai attrapé mon sac à dos en un clin d'œil et me suis retrouvé hors de la voiture en un instant. Je devrais m'être sentie reconnaissante. On m'avait sauvé d'une agression, peut-être même d'un meurtre. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de la panique. Mon cerveau répétait « Oh merde, encore et encore ». J'avais un joint dans ma poche. Comment m'en débarrasser? Puisque rien ne s'était vraiment passé, je pensais que si je racontais aux flics ce que ce type avait fait, il le laisserait peut-être partir avec une bonne engueulade. Eh bien non. Ce foutu flic a décidé que je mentais sur toute la ligne. Il a dit au gars de s'en aller, qu'il s'occuperait de moi. Ce cauchemar empirait de minute en minute. Le type qui avait clairement prévu de me faire du mal s'en était sorti sans rien, tandis que le flic me prenait pour cible. Je n'ai pas été menotté, mais je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture de police. Je n'ai jamais trouvé le moment propice pour me débarrasser du joint. Je m'attendais à passer par la case prison et à être coincé pour un bon moment. Transpirant abondamment, j'étais submergé par l'angoisse, sachant qu'il n'y aurait pas d'issue rapide. Il n'y aurait pas de deuxième chance pour faire de l'autostop, pas de prochaine voiture pour m'emmener au loin. Non, cette fois-ci, je me retrouvais littéralement piégé. Heureusement, je n'ai pas été fouillé, mais le flic a appelé mes parents et leur a raconté ce que je faisais. Je ne peux qu'imaginer l'angoisse qu'ils ont dû ressentir. Non seulement il ne leur a pas dit que j'étais en train de faire de l'autostop, mais il leur a menti en disant que j'étais une prostituée qui racolait dans des ruelles. C'est sans doute ce que ça donnait, avec ce type dans la voiture. À ce moment-là, ma relation avec mes parents était sur le point d'être brisée. C'est en fait ce qui m'a fait le plus peur, parce que oui, être seul avec ce flic était effrayant, juste lui et moi, dans ce contexte de folie. Après avoir bouclé ce qu'il avait à faire, le flic est revenu et a ouvert la portière, me disant de sortir.
J'étais sidéré, peut-être que j'avais de la chance, peut-être qu'il me libérait. Faux. Il m'a dévisagé, de la tête aux pieds, m'a demandé de faire un tour sur moi-même. Puis, il a prononcé les mots les plus dégoûtants que j'avais jamais entendus, détaillant exactement ce qu'il voulait me faire, à quel point il allait être brutal. Ces saletés typiques de prédateur. Effrayant, car je me sentais totalement impuissante. Ce type pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait me tuer, mentir, et personne ne saurait jamais ce qui s'était passé. Tout ce que je pouvais faire, c'était supporter ses menaces et prier pour qu'il s'arrête là. Ensuite, il m'a ramené à la voiture et m'a déposé au poste de police. Pendant qu'on roulait, il a tendu une main vers l'arrière, comme s'il voulait me toucher. Mais cette fois, j'étais prête à me défendre. J'étais prête à lui mordre la main s'il osait me toucher. Heureusement, il n'a pas insisté. Nous avons fini par arriver à la station de police sans autre incident. Là, on m'a fait attendre dans une salle pendant plusieurs heures. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer ensuite. Finalement, un autre flic est venu et m'a dit que je pouvais partir. Pas d'explication, pas d'accusation, juste une simple directive pour sortir par la porte principale. J'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Je me suis retrouvé sur le trottoir, sans savoir quoi faire ni où aller. Je savais que marcher seul dans la nuit n'était pas une bonne idée. J'avais trop peur. Alors, je me suis caché derrière un gros conteneur à ordures dans une ruelle proche, décidé à attendre que le jour se lève. La nuit semblait interminable. Le moindre bruit me faisait sursauter, et mon esprit ne cessait de revivre les événements de la soirée. Le flic corrompu, ses menaces dégoûtantes et ce type dans la voiture qui avait essayé de me faire du mal. J'avais échappé de justesse à 2 prédateurs en une seule nuit. Une part de moi avait du mal à croire que j'étais encore en vie, mais une autre part était en colère. En colère contre ces hommes qui avaient abusé de leur pouvoir et de ma vulnérabilité. Et en colère contre moi-même pour avoir été assez naïve pour me retrouver dans cette situation. Au lever du soleil, je me suis finalement décidé à quitter ma cachette. Je suis retourné sur la route principale en espérant trouver un moyen sûr de rentrer chez moi. J'ai continué à faire du stop, malgré tout. Je suppose que ma jeunesse et mon insouciance me faisaient croire que ce genre de situation ne se reproduirait plus. Après tout, combien de fois peut-on tomber sur un flic corrompu et un prédateur en une seule nuit? Mais une chose était certaine, ce que j'avais vécu cette nuit-là resterait gravé en moi pour toujours. Ce qui m'a vraiment frappé par la suite, c'est de réaliser à quel point j'avais échappé au pire. Ce type m'avait emmené dans une zone isolée. S'il n'y avait pas eu ce policier, aussi corrompu qu'il soit, pour interrompre son plan, qui sait ce qu'il m'aurait fait? J'ai appris plus tard que cette partie de la ville était réputée pour être un lieu où l'on abandonnait des prostituées, souvent mortes. L'idée que j'aurais pu finir ainsi me donnait des frissons dans le dos. Quand je raconte cette histoire, je sais que beaucoup de gens se disent « Mais comment as-tu pu être si inconsciente ?» Et je ne peux pas vraiment les blâmer. En regardant en arrière, je comprends combien j'ai été imprudente, à quel point j'ai pris des risques insensés. Mais à l'époque, c'était différent. Nous étions dans les années 60, une époque où la paix, l'amour et la liberté étaient les mots d'ordre. Les frontières entre le danger et l'innocence étaient floues. La vérité, c'est que j'ai fait beaucoup de stops, plus que la plupart de mes amis. Et c'était presque devenu une routine pour moi, quelque chose de normal. C'était une autre époque, un autre monde, où les choses semblaient plus simples. Nous étions jeunes, rebelles, et nous pensions que nous pouvions changer le monde en défiant les règles. Mais la réalité, c'est que nous étions aussi naïfs et que le monde est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Je n'ai jamais touché aux drogues dures, même si j'ai vu beaucoup de mes amis s'y perdre. La marijuana et les hallucinogènes faisaient partie de mon quotidien, mais j'avais toujours un instinct qui me disait de rester à l'écart des trucs plus lourds. Peut-être que cet instinct, celui qui m'a aussi poussé à sauter de la voiture cette nuit-là, est ce qui m'a sauvé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je repense à ces 2 années et demie où j'ai fait du stop, où j'ai vécu cette vie insouciante et remplie de dangers que je n'avais même pas conscience d'affronter. Et honnêtement, même si certains souvenirs me font frémir, je ne regrette rien. Je ne changerai pas une seule minute de cette période. Elle m'a façonné, m'a appris la résilience, la prudence et l'importance de rester toujours sur ses gardes, même dans un monde qui prône l'amour et la liberté. Si tu me demandes aujourd'hui si je referais tout cela, je te répondrai probablement oui, mais avec plus de prudence. Je sais que je n'ai pas eu que de la chance, j'ai aussi appris à écouter mes instincts, à fuir quand il le fallait.
Je me rends compte maintenant que j'ai survécu non seulement à la folie de l'époque, mais aussi à l'imprudence de ma jeunesse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est bon d'être ici, d'être vivante pour raconter ces histoires. Pendant que nous faisions de l'autostop de Londres vers la France, ma petite amie de l'époque et moi avons commis l'erreur d'essayer d'être pris en stop à la bretelle de sortie de la M20. Nous avions vu beaucoup de personnes y faire de l'autostop auparavant, donc nous n'y avons pas vraiment réfléchi. C'était la route la plus fréquentée menant dans la direction dans laquelle nous voulions voyager. Le problème, c'est que nous n'avions jamais fait de stop auparavant, et, au final, nous ne savions absolument pas ce que nous faisions. Une voiture de sécurité s'est arrêtée, les sirènes à plein volume, un homme en veste jaune est sorti et nous a crié de poser nos sacs à dos et d'attendre la police. Peu après, une voiture de police est arrivée et 2 jeunes policiers sympathiques sont descendus pour nous dire qu'il était interdit de faire de l'autostop ici. Ils ont fini par nous emmener au port de Douvres, où nous avons pris un ferry pour Calais. Ces policiers semblaient plutôt compréhensifs, surtout après avoir discuté avec nous face à face et réalisé que nous n'étions qu'un couple inoffensif essayant de voyager gratuitement. Ils nous ont donné quelques conseils pendant qu'ils nous conduisaient au port et nous en ont offert d'autres une fois que nous avons débarqué en France. Ils étaient très compréhensifs et nous ont mis sur la bonne voie vers notre destination finale. Notre véritable erreur fut de ne pas avoir réussi à convaincre d'autres voyageurs sur le ferry de nous prendre en stop. Le bateau était rempli de toutes sortes de voitures et de voyageurs, la plupart en couple. Nous étions les seules personnes sur le ferry sans moyen de transport. Dès que nous sommes arrivés au port en France, au lieu de socialiser pendant la traversée du ferry pour assurer un trajet vers la ville suivante, nous sommes restés assis ensemble à discuter. Lorsque nous avons traversé la Manche, les autres voyageurs étaient déjà dans leur voiture, prêts à partir. En descendant du ferry à Calais, nous avons marché hors du port et nous nous sommes placés à la bretelle d'entrée, pouces levés, tenant un panneau en carton avec notre destination inscrite en gros marqueur noir. Nous nous dirigions vers l'Autriche, avec un rendez-vous prévu pour retrouver des membres de la famille qui voyageaient de manière plus conventionnelle à Salzbourg. C'était définitivement une idée naïvement optimiste d'avoir une date en tête lorsqu'on fait de l'autostop sur de longues distances. Quand nous sommes arrivés à notre position pour commencer à demander un trajet, nous avons observé avec une sensation de plus en plus forte de compréhension que tout le monde passait simplement à toute allure dans leur voiture. Une fois installés pour commencer notre performance, littéralement tous ceux qui avaient une voiture étaient déjà sortis du port. Le problème, notre problème, est devenu immédiatement évident. Le port est conçu pour que les voitures sortent directement du ferry et entrent sur l'autoroute, sans passer par un autre endroit. Ainsi, toutes les demi-heures environ, une seule vague de voitures passait rapidement, et le reste du temps, rien. Et encore une fois, ce sont des personnes avec leur propre emploi du temps, cherchant à sortir rapidement du ferry, traverser la ville et entrer sur le continent. Nous n'avions pas beaucoup d'options, alors nous sommes simplement restés là, à regarder chaque groupe de voitures passer rapidement devant nous, sans que personne ne s'arrête ou même ne nous regarde. Nous étions arrivés en début d'après-midi, et bientôt la nuit est tombée, rendant l'autostop impossible, voire dangereux. Nous étions sur une côte, dans un pays qui n'était pas le nôtre, et personne ne semblait intéressé à nous donner un coup de main. C'est là que le voyage a commencé à mal tourner et que notre énergie s'est réduite au niveau de la défaite. Nous avons débattu de l'idée de retourner au port et de prendre un bus pour Calais, mais il était déjà tard, alors nous avons décidé de camper sur la côte et d'essayer de nouveau le lendemain. Au début, c'était un peu effrayant. Nous ne savions pas à quoi nous attendre dans l'obscurité, mais nous étions déterminés à faire face à ce qui nous attendait. Je faisais de mon mieux pour rester positif, ne serait-ce que pour ma petite amie, mais je pouvais voir que la situation commençait à l'affecter. Une fois que nous sommes arrivés dans les dunes le long de la côte, nous nous sommes rendus compte que cette partie de la côte était où campaient tous les migrants et réfugiés cherchant à traverser vers l'Angleterre. C'était un immense espace pour des voyageurs temporaires de toutes sortes. Certains étaient là depuis des semaines, voire des mois. Cela ressemblait à une petite communauté avec sa propre économie, littéralement prospérant en marge du désert. Cela nous a un peu rassurés, car il y avait beaucoup de femmes et d'enfants autour. Il n'y avait pas de raison apparente de s'inquiéter de bandits ou même de voleurs, juste des personnes bien intentionnées attendant leur tour pour voyager. Nous étions donc là, 2 jeunes Israéliens dans notre petite tente,
entouré de familles parlant arabe et de nombreux jeunes hommes. Je suis sûr que nous étions parfaitement en sécurité, mais à l'intérieur de la tente, nous ne le ressentions pas. Il y avait tellement d'inconnus autour de nous que c'était inquiétant, mais aussi un peu désarmant, car aucun d'entre eux ne semblait dangereux ou effrayé. Nous nous sommes détendus, nous nous sommes blottis et nous nous sommes peu à peu endormis. Dans l'obscurité totale, cependant, j'ai entendu ce que je ne voulais pas entendre, quelqu'un tripotant notre fermeture éclair. Je me suis réveillé et suis resté à l'écoute un moment avant que ma petite amie ne se réveille aussi et me pousse, me demandant de faire quelque chose. J'ai toussé et crié de toutes mes forces que notre tente était occupée, que nous étions armés et prêts à appeler la police. La personne dehors a immédiatement lâché la fermeture éclair quand j'ai dit cela. J'ai pu comprendre qu'elle était seule, il n'y avait pas de communication ni de mots. Je lui ai dit de partir et de ne pas revenir à notre tente, et c'est ce qu'elle a fait. Nous n'avons pas eu d'autres problèmes cette nuit-là. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais c'était plus que bizarre. Cela devait être un voleur de quelque sorte, non? Peut-être pire. Je pense que le fait d'avoir parlé si fort les a fait fuir immédiatement, plus que les menaces. Nous étions campés près de familles qui semblaient bienveillantes, alors crier aurait certainement attiré l'attention de quelqu'un. Quelques mois plus tard, nous avons lu dans les journaux que la police avait fait une descente dans le camp de Calais. Les gens ont été battus, les tentes détruites. Cela ne nous est pas arrivé, mais j'imagine que cela a dû être effrayant pour quiconque a été pris dans le chaos. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés sans nous sentir vraiment reposés et avons décidé de tenter de faire de l'autostop à nouveau. Nous avons choisi un endroit où il y avait de l'espace pour s'arrêter, un tronçon suffisamment droit pour que les gens puissent nous voir et ensuite freiner. C'était l'endroit le plus logique pour lever le pouce. Cela nous éloignait également de la majorité des habitants du désert avec qui nous avions passé la nuit. Nous avons passé la matinée à nous nettoyer et à nous rendre présentables car c'était un point clé dans mon esprit. Les voyageurs propres semblent avoir plus de chances d'être pris en stop. 8 heures du matin, whoosh, une douzaine de voitures passent rapidement. 8h30, whoosh, 9h, whoosh, 9h30, 10h, 11h, midi, whoosh, whoosh, whoosh. Nous étions déjà sérieusement démoralisés. Sur nos 4 jours pour arriver à Salzbourg, nous avions passé le premier jour et demi à Calais. C'était avant les téléphones portables, sans moyen de prévenir notre famille que nous étions en retard ou même si nous allions bien. Je commençais à me rendre compte que cela avait été une erreur, que nous étions potentiellement coincés sans aucune idée du temps que cela prendrait pour retourner à la normale. 1h de l'après-midi arrive et repart, 2h de l'après-midi, pareil, personne ne ralentit. Ma petite amie, à ce stade, est simplement assise, découragée, sur nos sacs à dos pendant que j'essaie de paraître joyeux. Personne ne va s'arrêter pour des autostoppeurs qui ont l'air misérables. À ce stade, cependant, il y avait de grands écarts entre les vagues de voitures, et pour une raison quelconque, le trafic du ferry diminuait, et avec lui, nos chances d'obtenir un trajet vers n'importe quel endroit. Je pouvais sentir les regards affamés des campeurs derrière nous, impatients que nous retournions au camp pour la nuit afin qu'ils puissent essayer de nous violer ou de nous voler. Ce n'est pas une forme de mépris racial, c'est juste la réalité sur la route. De mauvaises choses peuvent arriver aux autostoppeurs qui voyagent à l'international. 2h30, toujours rien. 3h de l'après-midi, rien non plus. La vague habituelle de voitures continue de passer rapidement devant nous. Mais soudain, un crissement de pneus retentit. Une grosse BMW noire, à l'arrière du groupe de voitures, s'arrête complètement à environ 300 mètres de nous. Tous les autres véhicules disparaissent derrière l'horizon tandis que notre sauveur fait marche arrière à toute vitesse et s'arrête juste à côté de nous. « Montez !» dit notre héros avec sa femme à ses côtés qui lui tendait un Red Bull tous les 100 km. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'ils faisaient dans la vie, mais le couple semblait plutôt aisé, riche et très, très pressé. Avec le recul, je pense qu'ils étaient sous l'emprise de drogue, probablement de la cocaïne ou un autre stimulant. Ils parlaient fort et vite, et s'intéressaient à toutes sortes de discussions. Appelons le conducteur Jacob et sa femme, Kat. Le pied de Jacob était lourd comme du plomb. Il avait un inhibiteur de radar pour éviter les contrôles de vitesse de la police, et il n'a pas conduit à moins de 200 km/h tout au long du trajet à travers la France et la Belgique jusqu'à Francfort, où ils nous ont déposés. Et bien que j'admette que cela ne semblait durer que 10 minutes, nous étions en réalité 600 km plus près de notre destination. Dire que nous volions serait un euphémisme, mais nous étions quand même reconnaissants. Jacob a décidé de s'arrêter là pour se dégourdir les jambes pendant que Kat utilisait les toilettes.
Alors que nous déchargions nos affaires et observions les environs, une autre grosse BMW noire s'est approchée. Jacob a commencé à échanger quelques mots avec le conducteur dans une langue que nous ne comprenions pas. Avant même que Kat ne revienne, les deux voitures ont ouvert leurs coffres et Jacob et l'autre conducteur ont commencé à échanger des sacs de sport et des valises d'une voiture à l'autre. C'était une sorte d'échange clandestin. Les voitures étaient littéralement identiques, même les conducteurs se ressemblaient. C'était presque comique, comme regarder des personnages de dessins animés. Pendant que nous finissions de déballer nos affaires et nous éloignions lentement du parking, nous avons vu un policier proche commencer à s'intéresser aux deux BMW identiques. Au début, cela ressemblait à des questions de routine, mais en moins de 10 minutes, toute une flotte d'enquêteurs est descendue sur Jacob, Kat et leur véhicule suspect. Ma femme et moi regardions, horrifiés, tandis que la police découvrait que Jacob et Kat étaient des trafiquants de drogue ou des contrebandiers d'une sorte. Je n'ai jamais vu ce qu'il y avait dans les sacs, mais vu l'arrivée rapide des forces de l'ordre, je savais que ça devait être quelque chose de gros, comme des drogues ou des armes, transportées d'un pays à l'autre. Et nous avions été assis dans la voiture avec eux. Si nous avions été arrêtés, surtout avec la conduite imprudente de Jacob, nous aurions tous été arrêtés, et Dieu sait combien de temps il aurait fallu avant que tout ne soit éclairci. Jacob a été notre sauveur, mais au final, la vraie chance a été de pouvoir nous éloigner avant qu'il ne soit pris dans les filets de la justice. Notre prochain coup de pouce est arrivé bien plus rapidement, maintenant que nous étions sur des routes principales, grâce à un gentil camionneur qui s'est arrêté à peine 30 minutes plus tard. Il nous a accueillis, et la cabine du camion sentait bon et frais, avec des touches d'herbe qu'il aimait cuisiner. Ma femme était épuisée par le voyage, et cela se voyait sur son visage. Le camionneur, que nous appellerons Josué, a été assez aimable pour lui proposer de dormir dans la couchette à l'arrière de la cabine. Elle n'a pas hésité à grimper et s'est immédiatement endormie profondément. Cela m'a laissé seul avec le camionneur, que je pense être allemand, d'après son apparence et son accent, mais tout au long des vastes étendues d'Europe, il est difficile d'être certain des origines de quelqu'un. Au début, nous écoutions de la musique, mais Josué s'est vite lassé et a décidé de me parler. Nous avons échangé les salutations habituelles, d'où nous venions, comment il avait commencé à travailler comme camionneur, pourquoi nous faisions de l'autostop. C'était une conversation assez simple, et pendant que nous parlions, Josué m'a posé quelques questions de base sur ma femme, auxquelles j'ai répondu sans trop y penser. Nous avons continué notre chemin vers Munich, et le conducteur m'a expliqué que cette ville était un grand carrefour pour les voyageurs allant dans toutes les directions. Arriver en Autriche, selon lui, serait un jeu d'enfant, et nous trouverions facilement un trajet en quelques heures. Enfin, ce voyage commençait à ressembler à ce que j'avais espéré. Puis il m'a expliqué qu'il se dirigeait dans une direction différente et qu'il ne pourrait donc pas nous aider plus loin. Je l'ai remercié 1000 fois, lui expliquant qu'il avait littéralement sauvé tout notre voyage et il semblait content d'avoir de la compagnie. Malgré tout, je lui ai donné ce que je pensais être une somme respectable en guise de pourboire, le moins que je pouvais faire. Mais du point de vue du conducteur, ce n'était pas suffisant. Il a arrêté son camion à une station-service, m'expliquant que nous pourrions peut-être trouver un autre trajet sans même quitter le parking. De nombreux camionneurs passeraient par l'Autriche et pourraient nous aider, soit gratuitement, soit à un prix raisonnable. J'ai commencé à rassembler lentement nos affaires, écoutant à moitié, tout en me préparant à réveiller ma femme. Ce n'est qu'en me concentrant sur Josué un moment que j'ai remarqué qu'il avait déboutonné son pantalon et commencé à se caresser. J'étais complètement sidéré, ne sachant pas si ce que je voyais était réel. Il n'a même pas cligné des yeux, il a simplement continué à parler de manière détachée, regardant par la fenêtre. Je ne me suis pas donné la peine de poser des questions. Cela faisait clairement partie d'un plan que le camionneur avait en tête. J'ai rassemblé toutes nos affaires et j'ai crié le nom de ma femme pour la réveiller. Il était temps de partir. Josué s'est immédiatement énervé, disant qu'elle avait utilisé le lit et que la moindre des choses que nous puissions faire était de rester et de l'inaugurer avec lui. Honnêtement, je ne savais pas s'il voulait coucher avec moi ou avec ma femme ou avec nous deux. Peut-être qu'il voulait simplement regarder. Quoi qu'il en soit, nous étions littéralement coincés dans la cabine de cet homme pendant qu'il continuait à se faire plaisir et à se déshabiller lentement. Ma femme s'est réveillée, confuse mais sur ses gardes, et m'a simplement suivi par la porte du passager. Josué n'a pas crié, il n'a pas essayé de nous attraper. Je suppose qu'il savait que nous faisions déjà une scène. Il s'est même excusé un peu à travers la porte pendant que je la refermais sur son visage. Je lui ai tourné le dos
et j'ai pressé ma femme de se diriger vers la station-service. Là-bas, il y avait toutes sortes de personnes normales, créant une sorte de barrière entre nous et ce camionneur effrayant. À partir de là, je suppose que tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés à notre destination bien avant la date prévue. Après ce voyage, ma femme et moi avons juré de ne plus jamais faire de l'autostop. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas à quel point nous avons frôlé les ennuis dans cette cabine. Elle sait seulement que quelque chose de dangereux était sur le point d'arriver. C'est mon travail de la protéger, comme je l'ai fait ce jour-là, ne serait-ce que des vérités laides et étranges de ce monde. Voici pourquoi je ne prends plus jamais, au grand jamais, d'autostoppeur sur la route. Écoutez attentivement, car je ne dis pas cela comme un simple avertissement, ni comme une leçon apprise sans expérience. Non, ceci est réel, et ce que je vais vous raconter m'a changé à tout jamais. Parfois, je me demande encore si je pourrais un jour surmonter la peur qui me consume chaque fois que je passe près d'un autostoppeur ou que je vois une voiture arrêtée sur le bord de la route. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux pas m'en empêcher. Cette nuit reste vivante dans mon esprit, et bien que des années aient passé, chaque petit détail est gravé comme si c'était arrivé hier. C'était une journée suffocante d'été, le genre de chaleur qui fait presque fondre l'asphalte et qui rend l'air à l'intérieur de la voiture insupportable, à moins d'ouvrir les fenêtres ou de mettre la climatisation au maximum. Je revenais d'une longue journée de travail, après avoir rendu visite à un client à quelques heures de chez moi, dans une région rurale des États-Unis. J'avais conduit pendant plusieurs heures et je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi, me mettre à l'aise et oublier le stress de la semaine. Le soleil commençait à se coucher, créant un paysage presque idyllique, bien que solitaire, sur la route. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. En fait, je n'avais croisé que 2 voitures lors de la dernière heure. Tout était silencieux à l'exception du doux bourdonnement du moteur et du bruit occasionnel du vent qui entrait par les fenêtres entr'ouvertes. Alors que j'avançais sur cette longue route secondaire, je l'ai vu. Un gars qui faisait de l'autostop sur le bord de la route. Au début, je ne lui ai pas prêté trop d'attention. Ce n'était pas rare et il ne paraissait pas déplacé. Un jeune homme, probablement dans la vingtaine, avec un gros sac à dos et une veste légère. Il avait le pouce levé et me fixait alors que je m'approchais. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être passé mon chemin sans y réfléchir à 2 fois, mais ce soir-là, quelque chose m'a fait reconsidérer. Peut-être était-ce la sensation de solitude sur cette route interminable, ou simplement l'idée qu'aider quelqu'un ne me coûterait rien. Après tout, qu'y avait-il de dangereux ? J'avais déjà pris des autostoppeurs de temps en temps et je n'avais jamais eu de problème. Alors, j'ai ralenti, regardé dans le rétroviseur pour m'assurer qu'il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait ni voiture, ni maison, ni quoi que ce soit autour, juste un gars sur le bord de la route. Je me suis arrêté lentement, et il s'est dirigé vers la voiture avec un sourire qui, à ce moment-là, m'a semblé amical. Il est monté dans la voiture, a jeté son sac à dos sur la banquette arrière et m'a immédiatement remercié. Il parlait calmement, avec ce ton détendu qu'ont les voyageurs habitués à dépendre de la générosité des inconnus. Il m'a dit qu'il venait de faire un long trajet et qu'il avait juste besoin de rejoindre la prochaine ville, qui était à environ 2 heures de route. Il n'y avait rien dans son apparence qui m'aurait fait me méfier de lui, et comme c'est souvent le cas, j'ai commencé à me détendre moi aussi. Je lui ai demandé d'où il venait, et il m'a raconté quelques histoires de son voyage. Elles n'étaient pas particulièrement intéressantes, mais suffisantes pour maintenir une conversation légère alors que nous avancions sur la route. Au loin, le soleil commençait à disparaître derrière les collines, colorant le ciel de teintes oranges et roses. Je me souviens avoir pensé à quel point il serait agréable de rentrer chez moi, de laisser la soirée se fondre dans une nuit tranquille. Cependant, ce moment de paix ne dura pas longtemps. À mesure que nous progressions, j'ai remarqué un changement chez lui. D'abord, ce fut subtil. La conversation a commencé à s'éteindre et ses réponses à mes questions sont devenues de plus en plus brèves. Il a commencé à me regarder du coin de l'œil, non plus avec le sourire amical avec lequel il était monté dans la voiture, mais avec une expression plus dure, plus tendue. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'il était fatigué ou simplement perdu dans ses pensées. Il n'était pas rare que les gens se taisent après un certain temps de voyage. Mais ensuite, je l'ai clairement remarqué. Il ne regardait plus par la fenêtre, ni ne s'installait confortablement sur le siège comme il l'avait fait au début.
Il était tendu, et ses yeux ne me quittèrent plus. Chaque fois que je le regardais du coin de l'œil, je le trouvais en train de m'observer fixement. Son regard me mettait mal à l'aise. Quelque chose en lui avait changé, et je ne savais pas pourquoi. « Tu sais ce qui arrive aux gens qui prennent des autostoppeurs ?» m'a-t-il dit soudainement, brisant le silence d'une manière qui fit se dresser les poils sur ma peau. Sa voix était calme, presque trop calme. J'ai ressenti un pincement de nervosité dans l'estomac, mais j'ai essayé de rester calme. « Non », ai-je répondu, avec un rire forcé qui sonnait plus nerveux que je ne l'aurais voulu. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le type se tourna légèrement sur son siège pour me regarder mieux, et son sourire se tordit d'une manière qui me mit mal à l'aise. « Parfois, il n'arrive pas à destination, » dit-il, d'un ton doux, mais menaçant. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. L'air dans la voiture devint plus lourd, comme si soudainement l'oxygène venait à manquer. Que voulait-il dire ? J'ai essayé de rire, de dire quelque chose pour alléger la tension, mais aucun mot ne sortait. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon instinct me criait de m'arrêter, de le faire sortir de la voiture, mais nous étions au milieu de nulle part. Il n'y avait aucune autre voiture en vue, ni lumière, ni signe de civilisation. Et puis, je l'ai vu. Il sortit quelque chose de son sac à dos, quelque chose qui brillait sous la lumière filtrant par les fenêtres. Au début, je ne comprenais pas, mais lorsque mes yeux se sont concentrés sur ce qu'il tenait dans sa main, j'ai senti que le monde s'écroulait autour de moi. C'était un couteau. Pas un petit couteau discret, mais un grand, tranchant, du genre que l'on pourrait voir dans une boucherie ou un film d'horreur. Le type remarqua que je l'avais vu, mais il ne fit aucun effort pour le cacher. Au contraire, il le tenait d'une main détendue, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et me regarda directement dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, » dit-il. Et bien que son ton soit bas et calme, je ressentis un froid indescriptible parcourir mon dos. « Je veux juste que tu m'écoutes un moment. » Mon esprit se mit à courir à toute vitesse. Que se passait-il ? Pourquoi avait-il un couteau ? L'adrénaline commença à envahir mon corps, et soudainement, chaque fibre de mon être était en alerte maximale. Je voulais arrêter la voiture, le faire sortir, m'enfuir en courant, mais quelque chose dans sa voix et dans la manière dont il tenait le couteau me disait que ce n'était pas si simple. Je savais que si je faisais un geste brusque, il me tuerait sur le champ. J'essayais de rester calme, bien que mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait exploser à tout moment. « Tu sais à quel point il serait facile de te tuer maintenant ?» dit-il, se penchant légèrement vers moi, tout en gardant ce ton bas et presque conversationnel. « Je pourrais le faire ici même. Personne ne te trouverait avant qu'il ne soit trop tard. » La sueur commença à couler sur mon front, mais je ne dis rien. Je gardais les mains crispées sur le volant, mes jointures blanches de tension. J'essayais de réfléchir, de calculer comment sortir de cette situation, mais chaque fois que j'essayais de formuler un plan, sa voix et l'image du couteau me l'en empêchaient. « S'il te plaît, » dis-je finalement, ma voix tremblante. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux te conduire où tu veux. Juste, laisse-moi partir. » Mais il ne m'écoutait pas. Ses yeux ne quittèrent pas le couteau, comme s'il était fasciné par l'idée de ce qu'il pouvait faire avec. Et puis, sans prévenir, il me coupa. Ce fut un mouvement rapide, presque nonchalant, comme s'il testait simplement à quel point la lame était aiguisée. Je ressentis une douleur aiguë dans mon bras et vis le sang commencer à couler. Ce n'était pas une coupure profonde, mais la douleur était intense, et la peur me frappa comme une vague. « Si tu cries ou si tu fais quelque chose de stupide, » dit-il, sans lever les yeux du couteau, « je te tue. » La panique m'envahit complètement. Je conduisais à environ 100 km/h sur une route vide, blessé, avec un psychopathe à mes côtés, tenant un couteau ensanglanté. J'essayais de maintenir la voiture sur la route, mais mes mains tremblaient tellement que j'avais à peine le contrôle du volant. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. La douleur de la coupure me traversait le bras comme une décharge électrique, mais c'était la peur, cette sensation glacée dans mon estomac, qui me paralysait réellement. Le sang commençait à imbiber ma manche, mais je ne pouvais pas détourner les yeux du type, de son couteau et de ce sourire qui ne quittait jamais son visage. Il semblait savourer ma souffrance, profiter de chaque seconde où il savait qu'il avait le contrôle total. « Je t'ai dit de ne pas crier, de ne pas faire de bêtises, » me répéta-t-il à voix basse, presque dans un murmure. Son ton était si calme que c'était cela qui m'effrayait le plus. Il n'était pas agité, ni nerveux. Il était en parfait contrôle de la situation et moi,
J'étais piégé, roulant à toute vitesse au milieu de nulle part avec un fou à côté de moi. Chaque kilomètre que nous parcourions me faisait me sentir plus piégé. La route était une ligne interminable devant nous, devenant de plus en plus sombre avec la tombée de la nuit. J'essayais de contrôler ma respiration, mais c'était impossible. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir. Dans ma tête, une voix me criait que je devais faire quelque chose, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Mais que pouvais-je faire? Le moindre faux mouvement et ce couteau pourrait se retrouver planté dans ma poitrine ou dans mon cou. Je sentais que chaque seconde qui passait était une bombe à retardement. Le type continuait de me parler, bien que je ne l'écoutais plus vraiment à ce moment-là. Mon esprit était trop concentré sur le couteau, sur la douleur lancinante de la coupure et sur la peur qui s'emparait de moi. Je ne capturais que des bribes de ce qu'il disait, des choses sur la vie, sur comment parfois les gens disparaissent sans laisser de traces, comment la route était l'endroit parfait pour... Et puis il l'a dit. Te tuer ici serait facile, personne ne le saurait. Juste toi et moi. Un frisson glacé me parcourut le dos et pendant un instant, j'ai pensé à arrêter brusquement la voiture, à me jeter dehors et à courir aussi vite que possible. Mais alors, j'ai vu ses yeux. Il y avait quelque chose dedans, quelque chose de sombre, comme un vide qui m'a clairement fait comprendre qu'il était plus que prêt à me tuer si je le provoquais. Je savais que si je faisais quelque chose de précipité, il n'hésiterait pas. Il n'avait rien à perdre. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une réalité qui se construisait à chaque mot qu'il prononçait, à chaque petit mouvement qu'il faisait avec le couteau. J'ai regardé de nouveau l'horizon. Le soleil était presque complètement couché, et avec l'obscurité, la sensation de désespoir devenait plus dense. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça encore longtemps. Mon esprit essayait de chercher une issue, n'importe quoi. Mais le type ne cessait de parler, et ses mots, chacun d'eux, tombaient sur moi comme une lourde pierre. « Tu sais combien de fois j'ai fait ça ?» dit-il avec un rire sec. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est facile de disparaître sur la route. Ils ne reviennent tout simplement jamais. À ce moment-là, j'ai senti que tout l'air quittait mes poumons. Combien de fois avait-il fait ça? Combien de personnes avaient pris ce type en stop et n'étaient jamais rentrées chez elles? Je l'ai regardé du coin de l'œil, et bien que ma tête me criait de ne pas le faire, j'ai demandé « Combien de fois ?» Son sourire s'élargit, comme s'il prenait plaisir à la question, comme s'il voulait que je le sache. « Plus que tu ne peux l'imaginer, » répondit-il froidement. Et puis, d'une manière presque désinvolte, il leva le couteau et me fit une autre coupure, cette fois sur la cuisse. C'était rapide, comme un petit avertissement. La douleur fut vive, mais ce qui m'effrayait réellement, c'était ce qui allait suivre. Chacun d'eux pensait pouvoir s'en sortir, continua-t-il. Ils pensaient pouvoir négocier, s'en sortir indemnes. Mais non, tous finissent de la même façon. La douleur de la deuxième coupure me traversa la jambe, et je sentis le sang couler le long de mon pantalon, mais je ne pouvais plus me concentrer uniquement sur la douleur physique. La peur consumait tout maintenant. Je devais faire quelque chose. Mon corps se tendait, mes mains tremblaient toujours sur le volant, et le sang tachait l'intérieur de la voiture. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Si je ne faisais pas quelque chose rapidement, je n'en sortirais pas vivant. J'ai regardé par le pare-brise et j'ai vu que nous approchions d'un virage. Il était prononcé, bordé par des arbres qui s'entassaient d'un côté de la route. Mon esprit calcula le temps qu'il me restait, les secondes avant que nous n'arrivions à ce virage. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. Je savais que c'était risqué, mais je n'avais pas d'autre choix. Si je continuais à conduire, il finirait par me tuer. Peu importe les promesses qu'il me faisait à ce moment-là. Son intention était claire. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme alors que le virage se rapprochait. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je pouvais sentir son regard sur moi, attentif, attendant que je fasse une erreur, que je fasse quelque chose qui lui donnerait une excuse pour agir. Le couteau était toujours dans sa main, brillant faiblement sous la dernière lueur du jour. Je ne pouvais pas le laisser l'utiliser encore. Je ne pouvais pas le laisser me contrôler davantage. Quand nous sommes finalement arrivés à la courbe, j'ai agi. J'ai brusquement ralenti, juste assez pour ne pas perdre le contrôle, mais encore assez rapidement pour qu'il ne se doute de rien. J'ai tourné le volant avec force, déviant la voiture vers les arbres au bord de la route. Tout s'est passé en 1 seconde. Le type a crié, surpris, quand la voiture est sortie de la route, et à cet instant, j'ai ouvert la portière et me suis jeté sur le pavé. L'impact fut brutal.
J'ai senti mon corps heurter le sol et la douleur m'a traversé de la tête aux pieds. J'ai roulé plusieurs fois sur l'asphalte, ressentant chaque choc comme si cela me broyait de l'intérieur. À peine pouvais-je respirer quand je me suis enfin arrêté, mon corps figé dans une position douloureuse sur le bord de la route. Le bruit de la voiture s'écrasant contre les arbres résonna au loin, mais tout devint flou. Ma vision se brouillait, et la douleur dans ma jambe et dans mon bras, où il m'avait coupé, était insupportable. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. J'étais couvert de sang, mes vêtements déchirés et ma peau brûlée par l'asphalte. Je pouvais entendre le bruit des feuilles qui bougeaient, du métal qui se tordait, mais je ne pouvais rien voir d'autre. Tout était un chaos. Je ne pensais qu'à une chose. Avais-je réussi? M'étais-je échappé? Je luttais pour rester conscient, mais la douleur était trop forte. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance fut de voir une paire de lumières s'approcher. Quelqu'un venait. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas si j'étais en sécurité, mais j'ai ressenti un léger soulagement avant que tout ne disparaisse. Lorsque je me suis enfin réveillé, j'étais à l'hôpital. Tout mon corps était enveloppé de bandages, ma tête me lançait et je pouvais à peine bouger. J'étais vivant, mais à peine. Lorsque j'ouvris les yeux à l'hôpital, la lumière blanche et brillante m'aveugla un instant, comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar, mais la première chose que je ressentis fut la douleur. Une douleur profonde qui parcourait tout mon corps. Chaque tentative de mouvement était un rappel de ce que j'avais vécu. Je n'avais aucune idée d'où j'étais, ni combien de temps j'avais été inconscient. Le seul souvenir clair était celui du bruit des arbres se brisant sous l'impact de la voiture, la douleur aiguë dans mon bras et ma jambe, et cette sensation de rouler sur le bitume, mon corps heurtant le sol à chaque tour. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne me répondait pas. J'étais entièrement bandé, presque immobilisé. Je pouvais sentir les points de suture sous ma peau, les pansements couvrant les coupures qu'avait faites ce psychopathe. La chambre sentait le désinfectant, et le bourdonnement des machines qui me surveillaient emplissait le silence. J'ai tenté de parler, mais ma gorge était sèche, et seul un faible gémissement en est sorti. Quelques instants plus tard, une infirmière entra, probablement alertée par le bruit des moniteurs auxquels j'étais relié. Sa présence, bien que rassurante, ne parvint pas à dissiper la terreur qui m'envahissait encore. Même si j'étais désormais en sécurité, une partie de moi craignait que quelque chose tourne mal à tout moment. J'attendais, comme si je m'attendais à ce qu'il réapparaisse, même ici, à l'hôpital. « Tranquille, tu es en sécurité », me dit l'infirmière avec douceur, tout en vérifiant les machines. Elle m'expliqua que j'avais été inconscient pendant plusieurs heures, que quelqu'un m'avait trouvé sur le bord de la route et m'avait emmené à l'hôpital. « Tu as été gravement blessé, mais tu vas t'en sortir. » Le mot « blessé » semblait bien trop faible pour décrire ce que je ressentais. J'avais l'impression d'avoir été broyé sous un camion. Chaque centimètre de mon corps souffrait. Mon esprit, quant à lui, ne cessait de revivre ces moments dans la voiture, le couteau, le sourire de cet homme. À chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais le voir. Et même avec l'infirmière à mes côtés, avec les lumières brillantes de l'hôpital et le bruit rassurant des machines, je ne pouvais me débarrasser de cette sensation de danger imminent. D'une voix brisée et tremblante, je posai à l'infirmière la seule question qui comptait pour moi à ce moment-là. « L'ont-ils attrapé ?» Elle fronça les sourcils, comme si elle ne comprenait pas tout de suite à qui je faisais référence. « Qui ont-ils attrapé ?» demanda-t-elle. « L'autostoppeur, murmurai-je, ma voix à peine audible. Celui qui avait un couteau. » L'expression de son visage changea immédiatement, mais pas de la façon que j'espérais. Au lieu de la tranquillité que je recherchais, je vis de la confusion, peut-être même une pointe d'incrédulité. « Quand ils t'ont trouvé, il n'y avait que toi. Il n'y avait personne d'autre. » Mon cœur fit un bond. Cela voulait dire qu'il s'était échappé. Il était libre, quelque part, et personne ne savait où il se trouvait. Une vague de terreur m'envahit de nouveau. Je n'étais pas en sécurité. Même dans cet hôpital entouré de personnel médical, je ne me sentais pas en sécurité. « Ce n'est pas possible, » dis-je, ma voix montant légèrement sous l'effet de la panique. Il était là. Il m'a coupé. Il avait un couteau et m'a dit qu'il allait me tuer. L'infirmière me regarda avec une inquiétude palpable, comme si elle pensait que je délirais. « Tu dois te reposer, » dit-elle doucement. « La police viendra te poser des questions plus tard. » J'essayais de me détendre, mais l'angoisse était insupportable. Ils ne me croyaient pas,
Elle pensait que j'étais confus, que peut-être j'avais halluciné à cause de l'accident. Mais je savais ce qui s'était passé. Je le ressentais dans ma chair, dans les cicatrices qui me brûlaient encore sous les bandages. Cet homme, ce psychopathe, avait été dans ma voiture, avec un couteau, prêt à me tuer. Et maintenant, il était en liberté. Peu de temps après, la police arriva dans ma chambre. 2 officiers, l'un d'eux tenant un carnet de notes, l'autre avec une expression sérieuse qui laissait peu de place au doute. Ils allaient m'interroger en détail. Ils me posèrent des questions sur l'accident, sur ce dont je me souvenais. J'ai essayé de leur expliquer tout, chaque détail, depuis le moment où j'avais pris l'autostoppeur jusqu'à l'instant où j'avais délibérément fait sortir la voiture de la route. Mais à mesure que je parlais, je pouvais voir qu'ils échangèrent des regards entre eux, comme s'ils n'étaient pas convaincus de mon histoire. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» me demanda l'un des officiers, se penchant légèrement vers moi. Parce que lorsque nous avons trouvé la voiture, il n'y avait aucune trace d'une autre personne, juste ton sang, la voiture accidentée, mais aucun signe d'un second occupant. L'officier avait raison, il n'y avait laissé aucune trace, mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas été là. Une frustration immense commença à monter en moi. « J'en suis sûr !» m'exclamai-je, ma voix tremblant de désespoir. Il était là. Il m'a coupé avec un couteau. Si je ne m'étais pas jeté hors de la voiture, il m'aurait tué. L'autre officier prit la parole à son tour. Nous comprenons que c'était un accident grave, et peut-être que les souvenirs se mélangent à cause du choc. Parfois, après un crash, les gens peuvent imaginer des choses sous le coup du stress. Je n'arrivais pas à le croire. Ils pensaient que j'avais tout inventé, que le traumatisme de l'accident m'avait fait halluciner. Mais les blessures sur mon corps n'étaient pas le fruit de mon imagination. Les cicatrices sur mes bras, les coupures sur mes jambes étaient bien réelles. « Ces cicatrices sont réelles », leur dis-je en soulevant péniblement l'un de mes bras bandés. « Il m'a fait ça. » Les policiers échangèrent un autre regard. « Nous allons poursuivre l'enquête », me dit l'un d'eux, sans grande conviction. « Mais pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune preuve de la présence d'une autre personne. Si tu te souviens de quelque chose de plus, fais-le nous savoir. » Et avec ça, ils quittèrent la chambre, me laissant seul, piégé entre la réalité de ce que j'avais vécu et les doutes qui semblaient planer autour de moi. Je ne savais pas comment leur faire comprendre que ce n'était pas un simple accident, que j'avais été en réel danger et que cet homme était toujours en liberté. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de douleur physique et d'anxiété constante. Je pouvais à peine dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je le revoyais. Son sourire, le couteau brillant sous la faible lueur du crépuscule. Et le pire de tout, c'était de savoir que personne ne l'avait trouvé, que personne ne savait où il était. Dans ma tête, je me l'imaginais là-bas, cherchant sa prochaine victime, quelqu'un d'autre qui, comme moi, commettrait l'erreur de s'arrêter pour prendre un inconnu sur le bord de la route. Quelques amis vinrent me rendre visite, mais même eux ne savaient pas quoi penser. Ils me demandaient ce qui s'était passé, et lorsque je leur racontais, je voyais la même expression se dessiner sur leur visage, ce mélange de compassion et de doute. Certains essayaient de me consoler, disant que peut-être mon esprit avait rempli les trous avec des détails inventés. Mais moi, je connaissais la vérité. Je savais ce que j'avais vécu. Les semaines passèrent, et bien que mon corps commençât à guérir, mon esprit ne parvenait pas à se défaire de la terreur que j'avais vécue sur cette route. Je développais une peur irrationnelle chaque fois que je voyais quelqu'un sur le bord de la route. Parfois, même dans les rues de la ville, quand je voyais quelqu'un marcher seul avec un sac à dos sur l'épaule, mon cœur s'emballait. Je ne faisais plus confiance à personne. Je me sentais paranoïaque, toujours dans l'attente que cet homme réapparaisse avec son couteau, prêt à finir ce qu'il avait commencé. Le pire, c'est qu'ils ne l'ont jamais attrapé. Il n'y avait aucune piste, aucun témoin, aucune caméra qui l'ait capté sur la route. Pour la police, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Ils n'avaient trouvé que la voiture, accidentée contre les arbres, avec mes empreintes, mon sang et rien de plus. Mais moi, je connaissais la vérité. Et chaque fois que quelqu'un me demandait comment j'avais eu ces cicatrices, je leur montrais et leur racontais ce qui s'était passé. Certains ne me croient pas. Ils pensent que c'est une histoire exagérée, que mon esprit m'a joué des tours après l'accident. D'autres rient nerveusement, ne sachant pas comment réagir. Mais ce dont je suis certain, c'est que je ne prendrai plus jamais d'inconnus sur la route.
Peu importe à quel point ils paraissent inoffensifs, peu importe s'ils ont l'air normaux. Après ce que j'ai vécu, j'ai appris que le danger peut être partout et qu'il suffit d'un seul instant d'ingénuité pour se retrouver face à quelqu'un qui veut vous faire du mal. Parfois, lorsque je repasse sur cette route, je m'arrête. Je regarde l'endroit où tout s'est passé, où ma vie a failli se terminer, et je me demande s'il est toujours là, quelque part, attendant que quelqu'un d'autre fasse la même erreur que moi. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je n'oublierai jamais son visage, ni le son de son rire, alors qu'il tenait le couteau. Et ce qui m'effraie le plus, c'est de savoir qu'il est toujours en liberté, et que je ne saurai jamais quand il reviendra sur ma route, ou celle de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que je ne prends plus jamais d'autostoppeur sur la route. Les gens pensent toujours que le pire ne leur arrivera pas, que ces histoires horribles sur la route sont des exagérations, des légendes urbaines racontées pour effrayer les plus crédules. Mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai vécu était réel. Je sens encore les cicatrices sur ma peau, un rappel constant de la proximité de ma mort.